Bonjour à tous et bienvenue dans VIP. Ces clichés sont une leçon de solidarité et une leçon de foi en l'homme. Ils ajoutent à notre compréhension du monde compassion, dignité humaine, énergie du désespoir. Ils révèlent aussi une intarissable source d'espérance, de désir de vivre malgré tout, coûte que coûte. Cette phrase n'est pas de moi, elle est de Christian Poncelet, mais elle décrit très bien notre invité. Reza, bonjour. Bonjour. En deuxième partie d'émission, nous accueillerons un des membres de Family One, le groupe de gospel des apprentis d'Auteuil. Vous les découvrirez avec moi, Reza, mais pour l'instant, on parle de vous, de votre métier de photographe. Je me suis permis de reprendre cette citation de Christian Poncelet parce que je trouve qu'elle vous décrit à merveille. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il y a des mots-clés qui jalonnent votre vie. Solidarité, foi en l'homme, compréhension du monde, compassion, dignité humaine, énergie du désespoir aussi, on en reparlera. Source d'espérance, désir de vivre malgré tout. Vous avez l'impression, vous aussi, que ça vous résume pas, mais que ça vous qualifie? Je croyais que c'était de vous, la phrase. Certainement, quand on entend ce genre de mots, dans mon cas, je regarde autour de moi, je dis de qui il parle. Parce que, normalement, pour moi, tous les êtres humains, il faut qu'ils soient comme ça, dans le même chemin, dans le même... Donc, ce n'est pas une exception de dire que il parle de moi, que je le fais. Tout le monde, quelque part, a cette mission, a ce message aussi pour l'humanité. Oui, alors ça, c'est dans l'esprit. À la lettre, c'est plus du tout la même chose. Moi, vous me faites penser, Reza, vous êtes pour moi un homme monde. Parce que votre histoire personnelle d'Iranien qui a dû fuir vers la France, on sait qu'en Iran, vous avez connu des choses pas faciles, notamment de la torture dans les prisons iraniennes. Votre parcours aussi de photographe pour National Geographic, mais pas que, bien au-delà, fait que vous avez voyagé dans le monde entier, que vous en rapportez des images de guerre ou de paix, et de plus en plus de paix, heureusement, et fait que vous êtes un homme monde. Donc c'est quand même très particulier d'avoir ce rôle-là dans une société. Plus j'avance dans les relations avec des êtres humains, plus je voyage, plus je rencontre les gens. Comme si chaque fois il y avait une nouvelle porte qui s'ouvrait pour une meilleure compréhension de l'homme, de l'humanité, et de plus en plus de se sentir que oui, c'est ça que je dois faire, et ça c'est ma mission, et ce que je suis en train de faire, de lier des différentes communautés, des différentes cultures, c'est presque pour ça que j'y suis. Alors, ne vous étonnez pas si vous voyez Reza prendre des photos pendant toute cette émission, parce que en tout bon photographe qu'il est, il ne se déplace pas sans son petit appareil. Depuis tout à l'heure, il mitraille tout le monde. Des fois que les coulisses de KTO donnent lieu à un livre, un de ces jours, on ne sait jamais. Bon voilà, on fait l'air de rien, on fait comme si on ne s'en rendait pas compte. C'est vrai que l'appareil photo, c'est quand même un objet qui n'est pas anodin, parce qu'on a toujours tendance à dire, le photographe, il se cache derrière son appareil. Au final, je ne sais pas si vous cachez beaucoup, ce que je sais moi, c'est qu'avec vos différents livres que je vois éclore d'année en année, vos expositions photos, on va y revenir, partout dans le monde, vous nous ouvrez complètement aux autres cultures. Alors peut-être que vous vous cachez, j'en sais rien, toujours est-il que moi, vous m'ouvrez aux autres. Non, en réalité, non, on ne peut pas se cacher derrière l'appareil. Il est tout petit celui-là en plus. Déjà c'est plus petit et que... je ne crois pas, parce qu'avant cet acte de porter l'appareil sur le visage, ou quelque part, il y a tout un mouvement de connaissance, d'aller vers l'autre, de discussion, de passer du temps, de vivre avec les gens, de comprendre. Donc, et tout ça, ça se passe des fois sans appareil. Des fois, vous voyez, c'est des relations humaines qu'on crée petit à petit, et même si j'ai l'appareil constamment avec moi, mais... arrive un moment que les gens ils oublient l'appareil, et que moi aussi. Parce que ce qui est le plus important pour moi, c'est la personne avec qui je parle, que je discute, que j'essaie de découvrir. Donc, et à vrai dire, je pense que aujourd'hui, c'est une des meilleurs outils existants pour créer des liens entre les peuples, entre les gens, entre les cultures. Est-ce que vous, Reza, vous avez vu une différence dans la manière dont vos photos et vos expositions photos notamment sont accueillies? Puisqu'aujourd'hui, on est plus éduqué à l'image qu'avant, c'est ce que vous disiez. Quand vous faites des expositions géantes, est-ce que c'est perçu différemment aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un autre message qui passe? Au fond, ce que je sais, ce que j'ai appris, c'est que notre relation avec l'image
selon le support sur lequel l'image est différent. C'est-à-dire quand on regarde un livre de photos, quand on regarde un magazine, quand on regarde une image sur un écran, on a des différentes compréhensions de l'image. Et le fait d'agrandir et de les exposer comme je le fais depuis une vingtaine d'années maintenant. Dans des lieux publics, dans souvent. Les lieux publics et des très grands formats, ça crée complètement une autre relation entre les gens qui se trouvent plus petits que l'image déjà, voyez, et que la personne, surtout les gens que je montre, ce sont beaucoup des gens très simples. De l'Afrique, de l'Asie, d'Amérique du Sud, enfin, vous voyez, c'est des gens simples, c'est des ouvriers, c'est des paysans, c'est des gens qui souffrent quelque part, où ils sont dans un moment de joie, mais en tout cas, c'est un peuple je dirais, le plus démuni du monde que j'essaie d'emmener leur visage et leurs images. Et là, d'un seul coup, ça crée une relation complètement différente et que les gens, comme s'ils sont absorbés par leur regard, par leurs gestes, et ça crée un lien beaucoup plus intime, je crois, dans ce format où on est seul devant ces grands portraits ou ces grandes images. Ça interroge différemment. Alors là, les photos que nous voyons, ce sont des photos issues de votre dernier ouvrage, Chant de café, avec des textes de votre épouse, Rachel Degatti. Ce sont des photographies donc liées tout simplement au café. C'est vrai que quand on voit son café le matin, on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière, le labeur, la sueur, le travail, peut-être la joie aussi. Et vous avez voulu aller filmer ça. Alors, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir la photo, puis d'avoir la légende qui va avec la photo. On est toujours dans beaucoup de couleurs, mais toujours on est dans quelque chose d'assez sérieux. Les gens ne sourient pas beaucoup. Regardez cet homme magnifique avec un regard incroyable. Éthiopien. Ouais. Ça me fait... ça m'a pris presque 6 mois de travail, dont 4 mois en Brésil, en Colombie, en Guatemala, en Inde. Dans les pays producteurs de café, bien sûr. Éthiopie et Sud-Soudan, vous voyez, c'est pendant 4 mois. Et le travail, c'était complètement voir les ouvriers, les fermiers, qui vraiment travaillent, labourent la terre et qui font ce merveilleux café que tout le monde boit. Mais que finalement, on ne sait pas d'où vient. Et c'était important, en ayant cette boisson chaude que tout le monde, il en a au moins 4-5 fois, d'un seul coup, grâce à ça, d'emmener ce regard en disant, vous savez qui sont les gens qui font le café? Et voilà ces gens. Et quand vous dites, ils ne sourient pas, au fond, quand ils travaillent, les gens, moi j'essaie de montrer la réalité de façon où et quand ils sont en train de travailler avec une telle, je dirais, travail dur un tel effort, bien sûr. Un tel effort, c'est pas le moment visage est différent, plus. exactement. Voilà. Qu'est-ce qu'une bonne photo pour vous? Pour moi, une bonne photo, quand je regarde une photo ou quand je suis devant une scène, c'est quelque chose qui commence à faire trembler les cordes de mon cœur. Et c'est à partir du moment où les cordes de votre corps commencent à trembler devant un œuvre, c'est qu'il va certainement avoir une influence sur vous, il va impacter, il va vous influencer. Et c'est presque, pour moi, c'est la définition de l'art. Quand on est devant un tableau et qu'on peut passer devant une centaine de tableaux sans rien sentir, mais d'un seul coup, il y en a un. Et qui va provoquer une émotion, finalement. Qui va provoquer une émotion. Et alors, je vais prolonger ma question. Après, qu'est-ce qu'une bonne photo? Qu'est-ce qu'un bon photographe? Qu'est-ce qu'un bon photographe? C'est un photographe qui a une bonne chaussure de marche et qui marche, je dirais... en réalité, une bonne photographe, c'est celui qui rend le mieux le message de celui qui est devant lui, qui rend hommage à la dignité de la personne, qui essaye d'expliquer ou exprimer à merveille
ce qui est la personne en face. Alors c'est intéressant parce que votre réponse, il y a 5 ans, vous êtes venu dans cette émission, Reza, et je vous avais déjà posé cette question, qu'est-ce qu'un bon photographe? Et vous n'avez pas du tout eu la même réponse, ce qui permet de mesurer le chemin parcouru en 5 ans. Oui. Vous m'aviez dit, très gravement, un bon photographe, c'est un photographe vivant. Ah. Et waouh, dès la première minute d'émission, c'était assez Ouais. condensé, on va dire lourd comme réponse. Comment vous analysez votre réponse de l'époque? Certainement, la première réponse que j'avais dit il y a 4-5 ans, 5 ans après, je suis encore là. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Même si j'étais dans beaucoup de scènes de guerre et conflits, mais c'est vrai que mon regard aussi de plus en plus change de façon où on doit montrer le monde, de façon où on doit créer des liens entre le monde et les gens. De quelle manière il a changé votre regard en 5 ans notamment? Étonnamment, je suis devenu encore plus optimiste par rapport à l'avenir de l'humanité. Et plus fédérateur, quelque part aussi, dans tout ce que je fais. Et de plus en plus, je pense, le vrai besoin, la nécessité de créer presque une fondation de Good News Foundation. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que finalement, après réflexion, je me suis rendu compte qu'une grande partie des médias et le rôle qu'ils sont en train de jouer dans le monde, ce n'est que le porteur de mauvaises nouvelles. Certes, il faut en parler, il faut expliquer les mauvaises nouvelles, les guerres, le conflit et autres qui est en train de passer dans le monde. Mais la façon où notre média est en train de montrer, c'est vraiment de montrer 30 secondes de mauvaises nouvelles, 30 secondes de mauvaises nouvelles, 30 secondes de mauvaises nouvelles, et après, c'est fini, on va ailleurs. Or, je crois que l'humanité, quelque part, a besoin de plus en plus non seulement de connaître les bonnes nouvelles, et quand je dis les bonnes nouvelles, c'est des bonnes actions des êtres humains qui se fait dans le même moment que je les vois de plus en plus, comment il y a une vraie société civile, que prendre en main les actions, et il faut aller vers ça, il faut essayer de montrer ça. Vous en faites partie, vous êtes un acteur, parce que vous avez fondé une association qui s'appelle AINA, et notamment en Afghanistan, vous êtes très présent, où vous allez former des jeunes, former leur regard déjà. Je crois que c'est toute une question de regard, finalement, vous ne parlez que de ça. Former les jeunes, je me souviens à l'époque, vous les formiez au journalisme, à la photographie, à avoir un regard sur eux, sur leur pays peut-être un peu différent, en tout cas à poser un regard et à apprendre un métier aussi, tant qu'à faire. Mais les dernières nouvelles de ces élèves de AINA en Afghanistan, c'est qu'on a formé plus de milliers de femmes et des hommes à tous les métiers de médias. Ils travaillent tous dans les médias en Afghanistan ou dans la communication ou très bons postes dans les Nations Unies ou les ONG. Un de nos photographes, un jeune photographe afghan qui est directeur de photo Agence France Presse en Afghanistan, il a obtenu le prix Pulitzer en 2012. Donc, et on a étendu aussi le travail dans le camp de réfugiés, la formation des enfants réfugiés à Ouganda, en Irak, en Jordanie. Et récemment, depuis 3 ans, j'ai commencé un autre travail qui est beaucoup plus proche. Et ce sont dans les banlieues difficiles de l'Europe. Pendant 3 ans, j'ai commencé un projet dans un banlieue de Sicile, en Italie, Lebrino, qui est un banlieue très très dur. Et cette année, à Mirail, à Toulouse, j'ai aidé des formations de plus d'une 50aine de jeunes pour qu'ils racontent l'histoire du Mirail aux Toulousains, vous voyez ce que je veux dire, vu par les enfants de ce quartier soi-disant difficile, qu'en réalité c'est des quartiers comme d'autres. En décembre, je commence un projet de formation dans 10 villes de France, dans les 10 banlieues difficiles, dans chacun avec plusieurs dizaines de jeunes, parce que, comme je dis, la photographie, aujourd'hui, a la capacité, la possibilité de donner des réponses à pas mal de questions sociales que nous avons. En tout cas, aussi de créer le lien. Je vois que vous avez posé votre appareil photo depuis tout à l'heure, Reza. Parce que c'est vrai que vous êtes aussi un homme de la parole et pas que de la photo. On vient vous chercher pour des conférences, pour évidemment inaugurer vos propres expositions, mais pour venir parler aussi et témoigner. Et c'est aussi ce qui va peut-être vous différencier d'autres photographes. C'est que vous êtes aussi un homme de la parole en plus de l'image. Vous savez, ça c'est
on est contors. En Orient, on est tous quelque part des contors et que c'est lié à nous. Maintenant, il y a l'image aussi, mais c'est vrai que en dehors de ces actions qui est prendre les photos et publier des livres, des expositions, cette côté de formation ou conférence, pour moi, ça fait partie intégrale de ce que je fais. Alors, en parlant des grandes expositions que vous faites, actuellement, on peut voir une exposition qui s'appelle Terre de tolérance. C'est une exposition qu'on peut voir à Paris au Centre culturel d'Azerbaïdjan, azerbaïdjanais. C'est également une exposition qui est en tournée dans toute la France. Alors, on ne va pas vous donner toutes les dates, mais si vous allez sur le site internet rezaphoto.org, vous pourrez voir où se situe, tenez, on voit des photos là, où se situe cette exposition. Terre de tolérance, encore un grand projet totalement en phase avec vos valeurs. Toutes ces années que j'étais dans les zones de guerre et conflit, ce que je voyais, c'est que finalement, certes, beaucoup de ces guerres et conflits aujourd'hui, il a des racines économiques, c'est pour les raisons économiques, mais que dans l'histoire de l'humanité, on a aussi beaucoup fait la guerre au nom de Dieu. Or, et là, de plus en plus, ce que incompréhensible, moi je vois cette, quelque part, cette tension entre les différentes communautés religieuses en Europe ou ailleurs qui est en train de passer. Or, en faisant des reportages dans l'ex-Union soviétique, en Azerbaïdjan, je me suis rendu compte que dans ce pays, en Azerbaïdjan, vous avez des communautés juives, 5 formes de différentes familles chrétiennes, 3 formes de communautés musulmanes et 2 formes de communautés juives, mais qui vivent dans une osmose incroyable ensemble. C'est que le jour de Pessah pour les Juifs, c'est les voisins musulmans et chrétiens qui viennent leur saluer, et que quand il y a une église qui est détruite pendant le temps de soviétique, c'est un businessman musulman azerbaïdjanais qui donne l'argent de sa poche pour refaire l'église à merveille. Donc on peut vivre ensemble, vous avez la preuve qu'on peut vivre ensemble. Exactement, et j'essaie d'expliquer que, vous voyez, sur l'histoire, il y a eu pendant des siècles entiers que toutes ces communautés, ils ont vécu en paix ensemble. On a ça dans l'histoire. Pourquoi aujourd'hui aller dans cette contradiction, aller dans ces guerres au nom de religions et autres? C'est que tout ça, toutes ces guerres, quelque part, ils ont des racines idéologiques ou politiques. Mais moi, je suis toujours un petit peu frustrée par ce mot de tolérance, qui pour moi est un mot un peu bas de plancher, j'allais dire, parce que la tolérance, si elle ne va pas jusqu'à l'amour, elle est un peu limitée. Est-ce qu'on pourrait envisager une exposition qui s'appelle Terre d'amour? Ça, il y a cette fois-ci, on se lance dans le grand bain et c'est parti. Parce que la tolérance, c'est un petit peu chacun chez soi et tout le monde est bien. Finalement, elle va au-delà de votre exposition. Vous avez raison. Paris jusqu'à l'amour. Vous avez raison. Moi-même, le mot l'amour, moi, j'étais plutôt aussi pour le mot respect. C'est aussi respecter quelqu'un, de dire que toi, tu peux avoir ta façon de penser au Dieu, moi je le mien, mais on se respecte. C'est parce que tolérer quelque part, oui, que j'accepte ce que tu fais, mais je crois qu'il faut étape par étape, et que peut-être la première étape, ça commence déjà par tolérance, par accepter ce qu'il est, et ensuite respecter. Et c'était peut-être pour ça, mais en réalité, vous avez raison, c'est plutôt, nous devions un jour arriver à ce qu'on parle de la terre de l'amour. Qu'est-ce que vous aimeriez photographier? Est-ce qu'il y a un prochain projet photographique que vous aimeriez faire, mais que pour l'instant vous ne pouvez pas mettre en œuvre, pour une raison que j'ignore? Mais est-ce que vous avez une sorte de fantasme photographique? Le fantasme photographique, c'est photographier le monde en paix et sans guerre. Voilà ce que je veux dire, mais on va y arriver certainement. Peut-être dans 500 ans, dans 1000 ans, je ne vais pas être là pour photographier, mais je vois qu'on va dans cette direction. Je vois qu'on va dans cette direction. Et d'ailleurs, quand je disais que à un moment où on me disait « vous êtes photographe de guerre », je disais « non, je suis un correspondant de paix ». C'est pour ça que je suis sur la scène de guerre, pour photographier la guerre, pour montrer l'atrocité de la guerre, pour inciter des gens vers une paix, vers l'éducation pour la paix. Mais ça va arriver certainement, la paix certainement, à un moment ou l'autre, l'humanité, il va comprendre
que ce n'est pas humain, que c'est inhumain, cet acte de tuer l'autre, d'attaquer l'autre, d'occuper la terre de l'autre. Tout ça, c'est des actes inhumains. Et à un moment ou l'autre, l'humanité va regarder derrière, il va dire que, waouh, au XXIe siècle, nos ancêtres, c'était des barbares. Ils mettaient leurs finances et leur argent de construire des chars d'assaut et des avions militaires et des munitions pour tuer l'un et l'autre. Or, ils auraient pu mettre cet argent pour l'éducation de leurs enfants, pour la santé, pour d'autres choses qui est bien pour l'humanité. Alors, vous parlez une langue maternelle que je trouve magnifique, dont la musique est magnifique. Donc je vais vous dire des mots en français. C'est de l'iranien traduit, donc vous allez pouvoir me les dire, vous allez les reconnaître, vous allez pouvoir me les dire en iranien. C'est un poète iranien que votre papa recevait très très souvent chez vous, un poète connu me semble-t-il. Je ne sais pas si je ne confonds pas avec un autre, mais vous me direz. La phrase est la suivante. Dans mon intérieur, je ne sais pas qui habite, même si je suis silencieux, quelque chose bouillonne en moi. Il bouillonne en moi. Darandaroun man khaste del nadanam kist que man khamoushamo ou dar faran dar ghorast. Voilà, c'est magnifique. J'aime énormément cette musique. Alors expliquez-nous ce qu'est ces poèmes et comment il a pu vous influencer enfant. Ça, c'est une poète du XIIIe siècle. C'est pas le poète qui venait dans notre enfance. Oui, c'est ça que je confondais. Voilà. Shahriar, qui est de Tabriz et qui venait voir. C'est un poème qui vous a en tout cas marqué enfant. Absolument, très très. C'était le début d'un programme de radio. Donc tous les matins, quand on écoutait la radio, ça commençait par ce poème. Et à 5-6 ans, j'avais commencé déjà à apprendre ça, sans savoir exactement ce qu'il disait. Mais de plus en plus, je me sentais que c'est vrai que moi aussi, il y a quelque chose qui est bouillant dans moi. D'ailleurs, c'est toujours la même chose. Ça continue à bouillonner toujours, là. Et je ne sais pas d'où vient, mais ça donne une énergie incroyable. Ça donne une passion, une énergie et un élan... Et un élan qui a été relayé, c'est pour ça que j'ai confondu, parce que votre papa était très ouvert à la culture, à chercher à vous ouvrir à la culture et recevait beaucoup de gens qualifiés chez lui, dont un poète. Voilà, c'est pour ça que j'ai confondu, très connu, qui vous a ouvert un peu au monde, que vous avez connu comme homme avant de connaître comme poète, de le lire plus tard. Mais tout petit, vous avez eu la chance, en tout cas, d'être... Tout de suite, votre regard et vos yeux se sont ouverts sur le monde, bien au-delà de votre petit nombril, on va dire. Le moment où... il n'y a pas de médias, pas de télévision, la relation c'est avec les radios et certains journaux et des livres. Certes, rencontrer ces hommes ou des fois des femmes de qualité, de culture, de savoir, de l'art, voilà. C'était pour moi, enfin, ou notre génération, c'était le meilleur université. Et que chaque mot et chaque phrase... c'était pour nous, c'était un peu comme on dit, les phrases de Bible. Parce que... Une bouffée d'oxygène dans un pays où il n'y en avait pas, oui, finalement. Mais vous savez, on a aussi, en Orient, une autre relation que malheureusement, ici, je n'ai pas trouvée. C'est cette regard vers les ancêtres, vers ceux qui sont plus âgés, et qu'on les considère presque... comme je dirais, je ne voulais pas dire les dieux sur la terre, mais quelque part, les gens très respectueux, les gens avec qui il faut qu'on écoute, il faut qu'on pose des questions. Or, j'ai l'impression, et pour moi, c'est aussi une des phrases, quand je suis arrivé en France, une des premières phrases qui m'a vraiment choqué et que j'étais complètement déboussolé, c'était un jour quand j'ai entendu un jeune qui parlait d'un vieillard en disant « vieux con ». Et ce mot... Vous qui avez été élevé dans le respect des ancêtres, oui, évidemment. Ah ouais, et d'un seul coup, j'ai cru que ça ne peut pas exister. On ne peut pas avoir une culture, une civilisation dans laquelle ce mot existe, parce que tout est complètement renversé si on va dans cette direction. Or, pour nous, c'était vraiment le respect des grands, écouter et entendre. Et c'est de là cette absorption culturelle aussi, parce que chacun de ces personnes, ils amènent avec eux, ils ouvrent avec eux une porte vers l'humanité, vers l'art, vers la culture. Et c'est comme ça qu'on apprenait.
Alors, en parlant de porte vers l'humanité, vers l'art et vers la culture, nous allons en ouvrir une, nous aussi, en recevant sur ce plateau Heredia Kofi, qui fait partie de Family One et qui voilà, il va s'installer sur le fauteuil. Bonjour Heredia. Family One, c'est le groupe de gospel des apprentis d'Auteuil. On ne dit plus orphelins, hein, ce sont les apprentis d'Auteuil. Un groupe de gospel qui existe depuis 10 ans. Ils en sont déjà à leur 5e album, ça cartonne, on va vous en reparler dans quelques minutes. Mais Heredia, vous avez écouté cette première partie d'émission avec Reza. Oui. Est-ce qu'il y a une phrase qu'a pu dire Reza, un mot, une idée qui vous ont particulièrement interpellé? Attention, il prend des photos tout le temps. Hein. Enfin, il a arrêté d'ailleurs. Mais... Je l'ai déjà photographié. Je suis photogénique, ça va, ça passe bien. Non, il y a une idée. Quand Reza parlait de pouvoir se déplacer, aller dans les quartiers dits difficiles et pouvoir laisser les jeunes s'exprimer au travers de l'art, ça correspond un peu à l'idée que nous-mêmes, nous avons de la musique, du gospel, et pouvoir laisser les jeunes s'exprimer. Je me suis... Enfin, votre idée correspond beaucoup à ce que nous aussi, on essaie d'inculquer et de ce que nous aussi, on a reçu. Vous, ça fait 4 ans, hein, Heredia, que vous êtes dans Family One, qui existe depuis 10 ans. À l'initiative donc des gens qui s'occupent, hein, des apprentis d'Auteuil. C'est quand même une formidable idée de se dire, allez, on va passer par le gospel qui ne nécessite pas de grosses formations musicales, mais qui a une énergie incroyable. Et on va passer par ça pour peut-être fédérer les jeunes, les décentrer de leurs problèmes et les fédérer sur un projet. Mais c'est même plus un succès à ce niveau-là, c'est une success story, je ne sais pas. C'est comment vous vivez, vous, au sein de Family One? On le vit très, très, très bien. Au départ, c'est assez difficile parce que c'est un travail sur soi. C'est un travail où on doit se dépasser. Parce que pour certaines personnes, on est assez timide, d'autres assez introvertis. Oui. Et pouvoir canaliser tout ça, toute cette énergie et pouvoir la mettre dans le bien commun de l'équipe, parce qu'effectivement, c'est un groupe, on ne forme qu'une seule personne. Donc devant, ce n'est pas une personne ou un individu, c'est tout un groupe qui est représenté par... Donc, voilà. Feel My Dreams, c'est le nom du nouvel album, déjà le 5e en 10 ans, c'est la folie. Feel My Dreams, qu'on va traduire par Remplis mes rêves. Oui, remplir, c'est pas très heureux, mais bon, en tout cas, des rêves qui se réalisent. En plus, un album qui a été fait à New York. Alors là, on va raconter cette histoire-là, embarquer tous ces jeunes à New York. La plupart n'avaient jamais pris l'avion ni vu New York, mais ça a été rendu possible. Mais peut-être pour que Reza comprenne exactement ce que vous faites et que nos téléspectateurs aussi, on va regarder des images de ce que c'est que ce groupe Family One et de l'énergie qu'ils peuvent dégager. Voilà, on regarde, vous en saurez un petit peu plus après. Jesus, oh Lord Jesus, restore my soul, my life. Jesus, oh Lord Jesus, restore my soul, my life. Sitting down close to you at your feet, that's all I need. You're the only reason that I live. Hold me, I'm so weak. Show me as the first day in mine, the way to be in perfect rest. Eyes I call, surrender all my life to you. Voilà, la chanson c'était Rester. Là, on a vu pas mal d'images d'enregistrement de l'album. Vous découvrez New York, vous allez enregistrer pendant. Ça a duré une semaine, je crois, l'enregistrement. L'enregistrement, oui, une semaine. Une semaine, et puis au bout de la 2e semaine de présence, vous avez terminé par un concert. Enfin, c'était une expérience d'une vie finalement. Oh oui, c'est un rêve pour. Je peux parler au nom du groupe, pour tout le groupe d'aller aux États-Unis, terre du gospel. Et enregistrer cet album totalement en anglais, c'était un challenge qu'on a su et qu'on a pu relever.
Et on a rencontré des musiciens extraordinaires. Je pense à Ulysses Owens Jr., qui est un musicien qui a gagné pas moins de 2 Grammy Awards, musicien de jazz, et qui a participé à cet album qui l'a rendu possible finalement, parce que pour qu'un projet comme ça existe, il faut que quelqu'un craque sur vous, s'arrange pour, il ne pouvait pas tout financer non plus, mais s'arrange pour pouvoir vous faire venir. Et c'est une histoire géniale dans la vie de jeunes. D'un seul coup, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Ce qui est beau dans ce projet, c'est déjà l'écriture lui-même de l'album. C'est que c'est. Parce que ce sont vos chansons, il faut quand même le dire. Contrairement au gospel traditionnel. Exactement. Composées et par rapport à notre propre vie, par rapport à notre histoire, par notre chef de chœur et directeur artistique Charles Dumas, qui est aussi, soit dit en passant, le responsable national d'Art et Loisirs, donc la structure qui s'occupe justement de monter des chorales et des activités dans l'art du spectacle pour les établissements d'Auteuil. Et arrivé aux États-Unis, c'était waouh, mais on l'a fait quoi. On l'a fait. Après tout ce qu'on a pu traverser, le doute, etc. On est là aujourd'hui, on le fait et c'était simplement magnifique. Et qui sont les jeunes de Family One? Qui sont les jeunes de Family One? Ce sont des jeunes, pour la plupart, issus de la Fondation d'Auteuil. Donc ils ne sont pas tous forcément orphelins. Il faut quand même expliquer un petit peu que la Fondation d'Auteuil est passée bien au-delà maintenant. Bien au-delà, on recueille des jeunes en difficulté, des jeunes orphelins, tout type de jeunes pour qu'ils soient scolarisés, pour qu'ils puissent apprendre un métier. Et dans Family One, il y en a certains qui sont issus de la Fondation d'Auteuil, qui ont étudié à la Fondation d'Auteuil, dont moi. Moi-même, j'ai étudié à la Fondation d'Auteuil. Vous avez étudié quoi? J'ai fait... j'étais en 5e simplement. 5e, j'étais, entre guillemets, déscolarisé à l'époque, parce que je faisais un peu beaucoup de... De petites bêtises? Des petites bêtises, mais rien de grave. Et donc ma mère a dit, bon, on va te mettre en internat, ça va te servir de leçon. Donc voilà, il y a des jeunes comme moi qui sont simplement turbulents, d'autres qui ont vraiment un réel besoin. Et c'est vrai que la Fondation d'Auteuil aide beaucoup les parents, aide aussi les enfants en difficulté à pouvoir s'en sortir. C'est excellent. Ça vous parle, oui, ce que je veux dire, ça vous parle un projet comme celui-là, Reza? Absolument, oui, oui. Enfin, de la même façon que tu disais que, en écoutant ce que j'ai dit, utiliser l'art dans le quartier, c'est important ce que vous faites. Ce dont tu parles, arriver dans une école, déscolariser, c'est exactement aussi sur les jeunes comme ça que j'ai mis tout l'ensemble de mon travail aussi, parce que il y a une vraie énergie, et que comme notre éducation aujourd'hui n'arrive pas à répondre à ces grands changements et transitions qui sont en train de passer, donc il y a beaucoup de jeunes qui ne trouvent pas leur place dans l'éducation normale. Et on croit qu'ils sont mauvais. En réalité, non, ils ne sont pas mauvais. C'est que c'est l'éducation aujourd'hui qui existe qui ne répond pas à leurs besoins. Donc, avoir des fondations dont vous dites pour emmener, pour récupérer donner, finalement cette énergie, qu'elle ne se perde pas, et juste la remettre ailleurs, dans un autre élan. De la mettre dans la bonne direction, c'est excellent ça. Mais quand vous dites que les paroles sont de vous, c'est de vous que vous parlez ou c'est quelqu'un dans l'équipe qui écrit le poème de vos chansons? Charles Dumas, qui est directeur artistique de l'album de Family One et qui a aussi produit l'album, a écrit les chansons et dont certains aussi qui étaient la mélodie par certains membres de la chorale. Et l'histoire de cet album, c'est l'histoire de nos vies. C'est-à-dire qu'il a collecté auprès de vous vos histoires, vos ruptures, vos douleurs, la souffrance pour certains, et il a sublimé ça en chanson finalement. Exactement, nos douleurs, nos peines, nos joies, nos espoirs. Une chanson comme Restore, qui est une chanson... Qui est celle qu'on vient d'entendre. Quand on l'entend, ça nous transcende parce que il arrive parfois dans la vie d'une personne de se sentir totalement vide. On ne ressent plus l'amour de nos proches, on se sent vraiment asséché. Et on a besoin d'autre chose pour pouvoir être comblé, pour être rempli. Et cette chanson-là, c'est exactement le cri des cœurs des membres de Family One et de beaucoup de jeunes. On se sent vide, on a besoin de plus. Laissez-nous pouvoir recevoir un peu d'amour, un peu de... Alors, question, on va écouter un extrait où c'est vous qui chantez, une chanson qui s'appelle Walking on the Waters, Marcher sur les eaux. Oui. Pourquoi cette chanson-là, pour vous, et qu'est-ce qu'elle dit de vous, cette chanson-là, alors? Walking on the Waters, c'est une chanson assez triste. Pourquoi? Parce qu'elle a été écrite par rapport à une situation
par rapport à la mort de quelqu'un. Et c'était un peu un message, comment dire, un message d'espoir. Pour dire, ben voilà, aujourd'hui, ben, la vie physique s'est achevée, mais j'ai foi que demain, je te reverrai auprès du Seigneur. Et c'est parce que parfois, on n'a pas forcément les mots pour pouvoir consoler une personne qui pleure, consoler une personne qui a perdu un être cher. Et on n'a que la foi pour pouvoir se dire, ben oui, aujourd'hui, on se reverra de l'autre côté auprès du Seigneur. Et voilà ce dont parle cette chanson. Alors, on va l'écouter, si vous voulez bien. On va écouter ça en plateau. Tears running down my face. I'm looking for strength. Get to the end of my race. I have so much to say. Looking up through the sky with God answer if I pray. As I will do it my way, but you will find me, you will find me on the way home. You will find me, you will find me on the way home. Walking on the waters, I will reach the other side. Photo de Family One qui va bien pour terminer. Tenez Reza, je vous offre l'album puisqu'on l'a en avec doute, très ça va grand être l'heure des plaisir. cadeaux. Et puis moi je vais vous offrir Merci beaucoup. Heredia, Avec le très livre de Reza sur le café. Je ne sais pas si vous buvez du café, mais c'est bien. Ah, ça, C'est presque anecdotique l'histoire du café. Je vous C'est assure que les merveilleux, photos et la réalité sociale que ça reflète est C'est très très bien. intéressante. Voilà, chacun va réserver, parce que vous avez chacun un cadeau de l'autre. J'attends à ce que chacun pose une question à l'autre. Voilà, vous avez écouté l'avis de Reza. Reza a écouté un tout petit peu Heredia. Je vous invite, messieurs, maintenant à vous poser une question l'un à l'autre. Heredia, c'est parti. J'ai été un peu regarder sur Internet vos œuvres et j'ai été marqué par le fait que non seulement vous soyez engagé, mais que vous avez cette vision assez pacifiste de la vie, de la relation entre les humains. Et je voulais vraiment que vous m'en parliez un peu plus. Parce qu'elle ne vous apparaît pas évidente, le fait que ce soit pacifique entre deux humains, ça ne vous paraît pas évident et spontané? Malheureusement, Ouais. C'est pas ce que vous avez vécu alors? si on peut dire ça, non. Mais malheureusement, même si on le veut, c'est pas ce qu'on voit tous les jours. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage de voir que les êtres humains entre eux n'arrivent pas à s'entendre. Et quand je regarde surtout les clichés que j'ai pu voir de Reza sur Internet, de voir la simplicité de la vie de ces personnes qui n'ont rien. Et pourtant, parfois, il y a une telle joie, un tel espoir qui est transmis dans le regard, simplement dans le regard, ou même dans une main. On se dit, mais ces personnes-là n'ont rien, mais ils arrivent quand même à être heureux. Ils n'ont rien, ils ont tout. Et nous, on est là, on a quasiment tout et on n'arrive pas à être heureux. Et j'aimerais avoir votre avis sur justement ce paradoxe. Au fond, vous savez, ce que j'essaie de montrer, c'est une image idyllique que l'homme doit être, l'être humain. Et que je suis persuadé que l'humanité y va dans cette direction, qu'un jour arrivera où nous sortirons de cette barbarie dans laquelle nous sommes encore, parce qu'on est tout au début de l'humanité maintenant. On n'a pas compris, on avance petit à petit, on a un long chemin à faire. Mais comme tout ce que j'ai vu, tous ces moments, surtout des conflits, des moments très durs de l'humanité que j'ai vécu, finalement, comme une révélation, je vois que l'avenir de l'homme, il va vers une bonne direction, il doit aller vers la bonne direction, et qu'on va arriver à ce moment où tout le monde vivra dans la paix. Donc j'essaie de projeter, par mes images, de donner une idée en disant, vous voyez, on peut vivre comme ça, on doit vivre comme ça. C'est dans cette pensée et vision que j'essaie de montrer ces images.
Voilà qui répond à votre question. Alors, Parfaitement. Reza, une question pour Heredia Kofi qui représente ici les combien de membres du groupe 27. 27 membres du groupe Family One. Lui, quand vous voyagez, ça doit pas être... c'est pas le petit groupe, ça doit être la joyeuse ambiance. Exactement. Donc on est sur du gospel, je rappelle. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Vous voyez ce que le fait que nous sommes tous invités par Emmanuel, mais on se retrouve ici, mais qu'on fait aussi des choses très similaires. Une des expositions que j'ai fait pour expliquer ce que je suis en train de faire, il s'appelle Une terre, une famille. Et que quand j'ai vu le nom Family One de Family One, ça m'a tout de suite pensé à ce concept que j'ai aussi de cette famille humaine. Pour vous, faire partie de ça et avoir ce nom sur vous, qu'est-ce qui va apporter de plus pour vous? Très bonne question. Family One est bien plus, et je parle réellement au nom de tout un groupe, bien plus qu'un groupe où on se réunit pour de la musique ou pour faire quelque chose. C'est réellement devenu une famille. Une famille dans le sens où on a beaucoup de choses en commun, beaucoup de situations difficiles qu'on a pu traverser en commun. Et finalement, on se retrouve là-dedans et il y a ce côté vraiment entraide, famille, où quand l'autre est faible, on ne se sent pas supérieur à, mais au contraire, on veut aider. Et moi, par exemple, je suis fils unique. Et j'étais clairement en manque de frères, sœurs. Parfois, bon, j'ai grandi, donc du coup, quand je me retrouve seul, je m'ennuie un peu. Il faut voir des choses telles qu'elles sont. Et Family One... Et là, c'est votre famille. Ah oui, c'est devenu ma famille. C'est-à-dire qu'on s'appelle tous les jours, on est tout le temps au téléphone, quand quelqu'un a un problème, ouais, tu sais, j'ai un problème, ça va mal, etc. On essaye vraiment de s'arranger. Il n'y a pas ce côté dans un groupe où il y a une personne qui est mise en avant, le reste est en bas. Non, on est tous pareils. Et oui, effectivement, on porte vraiment ce nom de Family One. Je pense qu'il n'y a pas de hasard, effectivement. Et nous sommes vraiment une famille. Alors, il y a un mot qui va faire écho chez tous les deux, c'est fraternité. C'était sur l'ancien album. Fraternité, c'est un mot qui vous parle évidemment. Je voudrais qu'on regarde un dernier extrait de Family One. C'est une vidéo pour voir un petit peu le peps qui se dégage de ces jeunes-là. Fraternité, c'est pas un vain mot, c'est un mot lourd de sens. On va voir si ça correspond à l'idée que vous en avez. Reza, en image, par Family One, fraternité, ça donne ça. Voilà, c'était au Théâtre de l'Athénée en novembre 2011, que des bons souvenirs, effectivement. La fraternité, elle passe par le chant. Vous, votre livre, vous l'avez appelé chant de café, mais pas un chant qu'on cultive, un chant que l'on chante. Il y a quand même des liens. La fraternité par le chant, elle est là aussi. Ça vous plaît ce que vous entendez, Reza? Absolument, absolument. C'est vrai qu'il y a des valeurs qui sont transmises par certains mots dans la culture. Et ce mot fraternité, même... Aujourd'hui, je dirais, il fallait qu'on trouve aussi, est-ce que ça existe, sororité, je ne sais pas quoi, mais il faut quelque part aussi qui ne devient pas très masculin. Mais sororité, oui, ça existe. Oui. C'est vraiment quelque chose entre les humains, enfin, cette lien entre les humains. C'est un vrai lien et que chaque fois que je vois dans les conflits, que ce soit même dans les familles, parmi les êtres humains ou autres, on voit très vite que tous ces conflits, ça peut être passager, que... On arrivera certainement à vivre dans un moment dans le monde où ce mot fraternité ou amitié ou ces grandes valeurs, ils vont trouver leur place. Où toute la planète ne sera qu'une Family One finalement, parce qu'on ressent bien, hein, quand on vous entend et on vous voit chanter comme ça, on sent l'unité. Mais oui.
On est un groupe très uni et on partage ces valeurs tous ensemble. Une chair, une famille. C'est ce que. C'est le titre de votre exposition aussi. Les expositions que j'avais fait. Ouais, c'est exactement ça. Il y a eu un autre grand moment que j'ai pas cité, je vais le citer parce que c'est au-delà d'anecdotes. Vous avez tous chanté avec Mika, qui est quand même une star internationale. Ça aussi, ça a dû être. C'était en 2012. 2012. Voilà, ça a dû être un sacré moment aussi. Ça chanter avec une vedette internationale, on se dit waouh quoi. C'est vrai que on ne le réalise pas forcément parce que notre art, notre métier, c'est de transmettre. Et quand on a l'opportunité de pouvoir partager la scène avec une personne qui a fait le tour du monde, on se dit, on est privilégié. On se sent réellement comme privilégié parce qu'on n'a pas forcément eu un parcours de vie aisé. Mais pouvoir partager ces moments-là, c'est des moments qui sont rares. Et aujourd'hui, je suis fier de les avoir partagés avec Family One. Alors, on va passer à la dernière partie de cette émission, messieurs. Une dernière partie, oui, ne me regardez pas comme ça, Heredia, on ne prévient personne. Et d'ailleurs, on ne la met pas toujours, c'est nous qui décidons. Et dernière partie d'émission. Ce n'est pas un bras de fer, ça s'appelle le questionnaire inattendu. Le bras de fer, je pense que Reza, là, avec les muscles d'Heredia, c'est fini. Hein. Ah, vous savez pas. On ne sait pas. Ouh là là, attention à la force secrète de l'Iranien. C'est parti pour le questionnaire inattendu, messieurs. Reza, Heredia, quel est le personnage pas du tout, le paysage, pardon, qui parle le plus à votre cœur, qui reflète votre âme finalement? Ouais, c'est la montagne. Ah, tout de suite, Reza, ça fuse, la montagne. La montagne. Parce que Parce que c'est aussi bien, comment dirais-je, déjà, dans chaque endroit de montagne où vous êtes, votre vue est différente de ce que vous voyez. Et donc, vous pouvez voir des angles différents, des choses différentes. D'autre part, la montagne, c'est assez dur comme ça se mérite. Voilà, exactement. Il faut que presque vous soyez constamment alerte dans la montagne. Un seul pas que vous faites de traverse. Et après, les montagnards. Et les montagnards sont aussi les gens qui ont une vie dure, mais aussi des gens, je dirais, très, très attachants que j'ai rencontrés dans beaucoup des pays du monde. Voilà. La montagne. Heredia, quel est le paysage qui parle à votre âme? La forêt. Et pourquoi la forêt? Pour tout ce qu'elle renferme. Parce que c'est vaste et on ne sait jamais ce qu'on peut croiser dedans. Et c'est bizarre, hein. Je dis la forêt parce que c'est réellement un grand espace. On voit des arbres, on voit des animaux, on découvre, et jusqu'aujourd'hui, on découvre encore des choses dedans. Et je trouve que c'est un peu, ça me parle dans le sens où ça nous représente nous, parce que nous-mêmes, finalement, on ne se connaît pas totalement. Et tous les jours, on est comme une grande forêt, on apprend à se connaître. Deuxième question, directement pour vous, Heredia, que représente, qui est Dieu pour vous? Qui est Dieu pour moi? Un père. Un père. C'est réellement la personne sur qui je compte dans mes moments de faiblesse, dans les moments où j'ai pas le moral. Mais je compte également sur lui dans le moment où je suis en joie, parce que je me rends compte qu'il y a vraiment quelqu'un qui veille sur moi, qui veille sur mon avenir, qui veille sur mes joies, mes peines. Et moi qui ai grandi sans père, je l'identifie plutôt comme un père présent. Et voilà. Merci. Même question, Reza. Qui est Dieu pour vous? Dieu, pour moi, c'est cette, je dirais, énergie que chacun de nous, nous avons dans notre corps. Et que chacun de nous le voyons différemment, nous le montrons différemment, nous allons vers lui différemment. Parce que dans, je dirais, structure de l'être humain, il y a besoin de cette énergie, de comprendre qu'est-ce que c'est cette énergie. Et finalement, je crois que c'est dans chacun de nous. C'est vraiment, pour moi, c'est cette grande énergie qui est dans le corps et qui est à l'origine de nos actes, nos actes bienfaisants. Voilà. Dernière question, qu'est-ce que vous diriez au petit Heredia si vous pouviez le croiser dans la rue et lui donner un conseil ou lui livrer une parole? Il a 6-7 ans, ce petit galopin. Ne baisse jamais les bras. Peu importe ce qui peut arriver, ne baisse jamais les bras. Car un jour, le soleil finit toujours par se lever. Reza, même question. Vous croisez le petit Reza, il a 6-7 ans, il commence à se réciter des poèmes en iranien et à écouter la radio. Qu'est-ce que vous lui dites à ce petit gars?
un peu dans la même philosophie que toi tu dis, c'est que quelque part, quand on a un objectif, il faut voir que on doit prendre toutes les mesures possibles pour y arriver et que mettre je dirais, le bar le plus haut possible dans ce que tu as envie de faire et vas-y. Donc, ne baisse pas les bras d'un côté, aide-toi, le ciel t'aidera de l'autre. Je rappelle votre actualité, messieurs, puisque cette émission touche déjà à sa fin. Heredia Coffee est là au nom des 27 membres de Family One. Feel My Dream, c'est le nouvel album donc, du chœur gospel, on va dire, des apprentis d'Auteuil. Reza, chant de café. De nouveau, de toute façon, quel que soit le thème que vous choisissiez, on vous suit les yeux fermés. Ça aurait pu être du chocolat, c'était pareil. Voilà, vous avez vos photos, vos couleurs, cette lumière incroyable dans vos photos. Donc, je vous encourage vraiment. En plus, pour une fois, c'est plutôt un petit format, vous qui êtes habitués au grand format. C'est chez Michel Lafon. Et puis, je rappelle, l'exposition Terre de Tolérance. Donc, à la fois en tournée près de chez vous, vous vous renseignez sur le site internet de Reza, et à la fois au centre culturel azerbaïdjanais où vous passez toutes vos semaines, évidemment. Heredia, en tout cas, vous allez y aller. Maintenant, plus le choix, allez voir les photos. Reza m'a invité, donc. Voilà, ça c'est fait. Je vous souhaite une très belle continuation, messieurs. Merci beaucoup.